Madame, Monsieur, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui mercredi 30 novembre 2022. C'est le dernier jour du mois de novembre avant d'entamer le mois de décembre, le dernier mois de l'année 2022. Alors, tout de suite, les titres de journaux que nous avons reçus ce matin dans ce plateau des kiosques. Congo Nouveau a titré « Force régionale de l'EAC, Tshisekedi ramène des loups dans la bergerie », s'interroge ces tri-hebdomadaires, toujours à sa une. Guerre au Kivu, Nairobi, un autre piège tendu à Félix Tshisekedi. On reste avec Congo Nouveau. Processus de Luanda et de Nairobi, Martin Fayulu voit le piège partout. Ce sont là les titres à la une du tri-hebdomadaire Congo Nouveau. Un autre journal que nous avons reçu ce matin, c'est le quotidien Le Journal. RDC, le retrait du M23 s'est fait attendre. C'est ce qu'écrit le quotidien Le Journal, toujours à sa une. Nicolas Kazadi, le ministère des Sports, a bouffé tout son budget depuis le mois de mars. Voilà, ce sont les titres de journaux que nous avons reçus ce matin. Vous avez compris avec moi que l'actualité reste dominée par les pourparlers des Nairobi au Kenya, où il y a des discussions entre les groupes armés, les chefs coutumiers, la société civile, pour chercher des voies humanitaires pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mais cependant, le lundi, à l'ouverture, il y a eu des discours du président burundais, Félix Antoine Tshisekedi, le chef d'État de la République démocratique du Congo, est intervenu par vision conférence. Il a placé un mot. Alors nous allons analyser tous ces discours et puis des voix s'élèvent pour dénoncer l'entrée de la force régionale, notamment Martin Fayulu, qui était hier en conférence de presse. Il parle d'une occupation de la République démocratique du Congo. Analyse et commentaires, c'est avec nos deux invités. Ils sont là, ils doivent normalement être à 3. Les deux sont déjà là. Et à Modeste Tchileu. Bonjour Modeste. Bonjour Madame Gisèle. C'est votre première participation à Kiosque. Ah, franchement, ça fait un bail. Je suis très ravi que je fasse partie de ces débats dans votre émission d'aujourd'hui. Je pense que ça sera un débat réellement républicain, parce qu'on a l'habitude d'assister à de personnes qui passent pour pouvoir justifier les montants qu'ils perçoivent de manière un peu fallacieuse. Et nous osons croire qu'aujourd'hui, nous serons à la hauteur des attentes de la population. Ils sont là plus pour les analyses, hein, parce que c'est ça, analyse, parce que nos téléspectateurs, nos auditeurs ont besoin de ces analyses pour comprendre les contours de la situation au pays, pourquoi pas en dehors du pays. Charles Kakankou, bonjour. Bonjour. En forme? Oui, merci. Alors je commence par vous, par rapport à Nairobi. Aujourd'hui, je crois bien que c'est le débat proprement dit qui débute aujourd'hui, hein, et il y a eu en tout cas, les gens analysent par rapport à ces assises de Nairobi. Martin Fayulu était en conférence de presse, c'est ce que j'allais dire hier. Il dénonce l'occupation à travers les troupes kenyans qui font leur entrée, qui viennent en soutien aux FARDC. On parle d'un piège, je viens d'ailleurs les lire dans un journal, le Congo Nouveau. Tshisekedi ramène de loups dans la bergerie. Nairobi, un autre piège tendu à Félix Tshisekedi. Quelle est votre réaction par rapport à ces titres? Bon, je ne sais pas qui a tendu le piège à Tshisekedi. C'est une question importante. Les loups dans la bergerie, qui sont ces loups-là? Comment ces loups-là sont entrés dans la bergerie? C'est aussi une question. Bon, vous avez parlé de la déclaration des Fayulu aussi. Je pense que la situation que nous connaissons dans notre pays, surtout dans cette partie de la République, l'Est, bien entendu, mérite une analyse froide, patriotique et sans agitation ni accusation gratuite pour se faire une santé politique. Parce que
il est question là d'un sujet complexe et lorsque vous suivez de près les déclarations des uns et des autres, ils sont unanimes sur le fait que la RDC fait face à un complot international contre son territoire. Tout le monde le dit. Tout le monde affirme aussi, pense sans rire, que le Rwanda, l'Ouganda ne sont que des pions de forces négatives internationales pour nous déstabiliser. Tout le monde est aussi d'accord sur le fait que nous avons des problèmes au sein de notre armée. Il est aussi un fait avéré que jusque-là, l'armée congolaise ne parvient pas à déloger complètement les ennemis des zones qu'ils occupent. Ça, ce sont des faits. Ça, ce sont des faits. Il n'y a aucune interdiction, ni de Tshisekedi, ni du Premier ministre, ni d'aucune autorité centrale ici à Kinshasa. Interdiction empêchant les FARDC de déloger l'ennemi dans des positions qu'il occupe aujourd'hui. Ça, ce sont des faits avérés. Alors, tout cela veut dire quoi? Tout cela veut dire que nous avons affaire à un problème complexe où notre armée, si elle était comme l'armée ukrainienne, appuyée par la communauté internationale avec tous les moyens qu'il faut, peut-être qu'il allait repousser l'ennemi ou carrément chasser l'ennemi et peut-être envahir des pays qui nous agressent aujourd'hui. Mais nous-mêmes, nous ne saurons pas le faire. Alors, maintenant, nous constatons tous que c'est une situation qui perdure et pour apporter des solutions efficaces à un tel problème complexe, il ne suffit pas de faire des déclarations tapageuses, tonitruantes pour que la situation soit résolue parce qu'il y a un certain nombre de préalables, il y a un certain nombre de questions qui restent entières et qui méritent une thérapeutique de choc, qui méritent qu'on n'y apporte pas des réponses superficielles, inefficaces. Alors, voyez-vous? Donc, voilà pourquoi je pense que il n'est pas intéressant aujourd'hui que les gens continuent à croire que Tshisekedi serait à l'aise avec aujourd'hui, c'est plus de 400 000 réfugiés internes, 400 000 déplacés de guerre, c'est autant de morts. Et les gens peuvent facilement aller devant les caméras dire non, non, c'est Tshisekedi qui est à la base. Ce sont des affirmations désinvoltes qui ne peuvent pas sortir des acteurs sérieux. Donc voilà un peu ce que je peux dire en sec, en premier lieu aussi par rapport à la question. Alors Charles Quint, est-ce que les gens qui dénoncent les pièges n'ont-ils pas raison aussi au regard de richesses qui regorgent la République démocratique du Congo, convoitée par les pays voisins, par même la communauté internationale, et aujourd'hui le déploiement de troupes, il y a crainte que ces troupes de l'EAC s'éternisent et qu'ils aient du mal à les faire partir? Bon, vous savez, le problème c'est quoi? Toutes ces personnes-là qui dénoncent des pièges-là, posez-leur la question, qu'ils vous donnent la solution. Moi, j'ai suivi la solution donnée par Fayoulou. J'ai déjà attendu Fayoulou sur des chaînes internationales lorsque la question lui a été posée. Il a donné sa solution. Et la solution de ce Fayoulou, vous savez c'est quoi? Il faut aller négocier, dialoguer avec le Rwanda et l'Ouganda. C'est ça la solution de Fayoulou. Et vous savez la solution de Katumbi, c'est quoi? Il faut aller négocier avec le Rwanda et l'Ouganda.
Et vous savez ce que Kamer avait proposé comme solution? Il faut des négociations franches, directes avec les Rwandais et l'Ouganda. Donc, vous pensez que... Alors, maintenant, les mêmes personnes... Bon, je ne parle pas tout simplement des gens que je viens de citer maintenant, mais en dehors de ces personnes-là et d'autres, vous savez ce que les gens disent? Et les gens, aujourd'hui, qui veulent que l'on négocie avec le Rwanda et l'Ouganda, mais ce sont ces mêmes-là qui, lorsqu'il y a des pourparlers à Nairobi et à Luanda, ils condamnent ça. Finalement, moi, je ne comprends rien. Finalement, je ne comprends rien. C'est pas par rapport aux résultats. Faites un peu l'analyse minutieuse des déclarations de toutes ces personnes-là qui condamnent les dialogues. Tshisekedi, le gouvernement de Kinshasa, vous avez suivi, le gouvernement est catégorique. Pas question de négocier avec les M23, pas question d'intégrer les M23 dans les FARDC, mais en dehors des M23, il y a aussi beaucoup d'autres groupes locaux composés essentiellement et à 100% des Congolais. Et c'est ce groupe-là, les gouvernements peuvent prendre langue avec ces groupes-là. Mais ces groupes ne semblent pas trop inquiétés comme le M23. On ne s'intéresse pas trop à eux. Non, mais vous savez, c'est là où aussi il faut comprendre une chose. Les gens peuvent fustiger l'état de siège. Ils peuvent tout dire sur l'état de siège, mais il y a des faits avérés. Et ces faits-là, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les groupes les plus actifs qui sèment l'insécurité et la désolation, c'est le M23, pour le moment. Les autres groupes-là, grâce à l'état de siège, notamment à l'Ituri et au Béni, l'état de siège a fait qu'il y ait de moins en moins de l'activisme de ces groupes armés-là. Ça, c'est un fait avéré. Il n'y a pas assez de tueries comme on l'a connu en mai, juin, juillet 2021. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'images affreuses, atroces que l'on voyait chaque jour dans des réseaux sociaux. Des images des enfants découpés en morceaux, des femmes empalées. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça veut dire que l'état d'excès qui a été décrété dans ces régions-là a apporté des solutions. Il y a beaucoup de combattants, des rebelles qui se sont rendus, que ce soit en Ituri, à Béni, ils se sont rendus. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'activisme des ADF tel que nous l'avons connu à une certaine période où c'était chaque jour que l'on voyait des ADF opérer dans des villages et villages. Ce n'est pas, non, mais ce n'est pas avec la même intensité. Ça, c'est un fait avéré. Tout ce temps ici, on suivait toutes les radios où la radio Okapi, c'est vraiment une radio qui est spécialisée dans la comptabilité macabre dans toutes les zones où sévissent les groupes armés. Voyez-vous? Mais suivez la radio Okapi aujourd'hui et même beaucoup d'autres radios locales et même des chaînes internationales, vous allez comprendre que ce n'est pas la même intensité de tueries à Nitsuri et à Beni comme on en a connu à une certaine période avant que l'état de siège soit décrété. Alors, avant de donner la parole à Modeste Tchitchilou, je reste encore avec vous quelques secondes. Charles Lequin, est-ce que aujourd'hui vous fustigez ceux qui critiquent ces processus, Nairobi, Luanda? Est-ce que vous ne voyez pas qu'ils ont raison de critiquer au regard des résultats? Est-ce que ce n'est pas parce que nous y allons à ces négociations, nous négocions mal? Il faut changer peut-être les tactiques. Nous négocions mal, je ne comprends pas, nous négocions mal. Qu'est-ce que nous avons mal négocié là? C'est ça la question. Il ne faut pas seulement se limiter à dire qu'est-ce qu'on a mal négocié. Moi, j'ai lu la dernière déclaration, les derniers communiqués de Luanda. Quel est le piège là qu'il y a là-dedans? C'est quoi le piège? Qu'est-ce qu'elle est véritablement le piège là? Moi, j'ai la déclaration ici. Vous avez, il est dit dans ces communiqués-là qu'on avait donné un ultimatum au M23 de se retirer des positions qu'il occupe pour se retrancher dans une montagne appelée Sabignon. Et on a délimité les zones, les lignes au-delà desquelles les M23 ne devraient pas franchir. Et
après cela, à un autre point, il a été dit qu'il y aura l'étape de désarmement et cantonnement des M23. Vous voyez? Donc, les M23 se retirent des positions où ils occupent aujourd'hui et ils se retirent, ils se regroupent dans cette montagne-là. Et après cela, viendra l'étape de désarmer et cantonner les M23, pas les intégrer dans les FARDC. Est-ce que signer un tel communiqué où il y a de tels articles, en quoi cela est contre le pays? En quoi cela constitue une trahison contre la République? Moi, je ne comprends pas. Si c'était à leur place, ils allaient dire quoi? Ils allaient dire quoi? Parce qu'il y a aussi un fait. C'est quoi le fait vrai? Parce qu'au sein du M23, il y a des Rwandais, ça c'est une vérité. Il y a des Ougandais, il y a des Congolais soi-disant d'origine rwandaise, mais il y a aussi des Congolais pur sang. Merci Charles. Au sein du M23, ça aussi c'est une vérité. Alors les Congolais pur sang là, si on les, ils sont au sein du M23, mais la solution c'est ils seront désarmés et ils seront cantonnés quelque part et les souhaits de tout le monde, c'est qu'ils soient jugés pour les crimes qu'ils ont commis contre la République. Alors, Modeste Tchichiléou, force régionale, le déploiement, un piège s'est ramené des loups de la bergerie, comme a écrit Congo Nouveau, les assises de Nairobi, un piège tendu à Félix Tshisekedi. Ah oui, merci beaucoup madame pour la parole. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que j'aurai le même temps d'antenne que mon co-débatteur. Oui, allez-y. Ouais, je voulais d'abord, je ne sais pas d'où ces journalistes qui ont écrit constatent qu'il y a un piège, parce que jusque-là, je pense que le gouvernement se comporte dignement, contrairement au régime déchu, parce que ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est les accords qui ont été signés entre les M23 et le gouvernement sortant par des personnes, entre autres, Tamwe Mwamba et Raymond Chibanda, qui ont été récompensés, l'autre aujourd'hui qui est devenu coordonnateur du FCC, et l'autre qui était devenu président du Sénat sans avoir aucun député à l'Assemblée nationale. Alors, c'est par après que nous avons compris. Et aujourd'hui, je voulais un peu revenir sur ce que notre président, Fayoulou, lors de sa conférence de presse qu'il a animée hier, je pense, que moi j'appelle l'homme du bloc patriotique, parce que c'était une occasion pour lui de pouvoir justifier son rapprochement avec les régimes de Kabila. Vous savez, on est habitué à des sorties ratées médiatiques de Martin Fayoulou. Je l'ai suivi, j'ai suivi mon collaborateur tout à l'heure qui a parlé des propositions qu'il donne par rapport à cette situation. C'est le fait, pour nous, le gouvernement, de refuser catégoriquement de prendre langue, d'abord, avec les M23, des deux, et avec le gouvernement rwandais et ougandais qui nous font la guerre aujourd'hui, qui ne sont que des marionnettes placées par la communauté internationale. D'ailleurs, c'est un secret pour personne aujourd'hui. Par là, je voulais dire quoi? L'occupation dont fait allusion Fayoulou aujourd'hui. Mais on a été occupé depuis toutes ces années. Lui, il voit que l'occupation du déploiement de forces qui vient d'arriver. D'ailleurs, je pense... Comment ça? C'est-à-dire... Mais Fayoulou parle de l'occupation. Pour lui, la présence de ces troupes sur notre sol constitue une occupation. À entendre Fayoulou dans son entendement. Mais moi, je voulais d'abord rappeler à Fayoulou que ça fait des années que nous sommes occupés. Il y a des généraux qui ont été nommés au sein des forces de FARDC, à l'image de Bosco Tanganda et autres. Lorsqu'ils ont été arrêtés à la CPI, ils ont décliné, comment dirais-je, ils se sont identifiés comme étant des sujets rwandais. Alors là, Fayoulou et tant d'autres ne voient pas cette occupation. D'ailleurs... c'est pour autant que nous devons rester dans cette situation, si vous voulez dire. Non, je ne dis pas qu'on va... La preuve est qu'aujourd'hui, le président est resté des marbres. J'ai suivi certains politiciens passer dans les médias pour dire que, enfin, les gouvernements, on a
essayer de convaincre les gouvernements congolais. Il y aura la participation du M23, je crois, vous avez suivi jusqu'hier. Pas question de la présence à ces assises du M23, à condition qu'il puisse se retirer à l'ancienne position, comment dirais-je, qu'est-ce que je voulais dire par là? On exige au M23 de pouvoir se retirer avant toute autre négociation avec les autres, quand même c'était passé en vidéoconférence. Mais ils sont toujours là. Hein? Oui, ils sont toujours là, mais que cela ne tienne, nous avons plusieurs voies. On procède par la voie médiatique, mais dans l'entretemps, on va se préparer sur le plan militaire pour ne pas fléchir à ce qui est que tout le monde connaît. Aujourd'hui, ce n'est pas le petit Rwanda avec Kagame qui nous fait la guerre, ou Museveni. On connaît aujourd'hui que c'est la communauté internationale, parce que c'est pour la toute première fois. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a des forces, il y a des, comment dirais-je, comment les termes m'échappent? Comment ça va venir, les terroristes, à l'image de Daesh, Al-Qaïda. Une grande organisation, comme les Nations Unies. Nulle part nous avons entendu un secrétaire général se tenir debout pour dire que, écoutez, ces forces-là ont des armes sophistiquées et sont bien formées. Mais aujourd'hui, qu'un secrétaire général des Nations Unies fasse une telle déclaration pour dire que l'M23, c'est une armée bien formée, qui détient les armes sophistiquées, que nous avons d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils diront aujourd'hui, ces mêmes armes sophistiquées, nous les avons arrachées. Alors, qu'est-ce qu'ils diront de ces M23 qu'ils ont tant vanté et vouloir montrer à la face du monde que nous sommes devant une force que les FARDC ne peut jamais vaincre. Aujourd'hui, petit à petit, c'est un coup qui a été préparé, un plan depuis des années et des années. Aujourd'hui, beaucoup de Congolais commencent à comprendre. Quand bien même, il y a, cette même communauté internationale profite de pouvoir chuchoter certains Congolais qui ont les esprits faibles, qui adhèrent à ces plans, malheureusement aujourd'hui. Alors, comme beaucoup doutent, beaucoup craignent sur le déploiement de groupes, de la force régionale, ils craignent à ce qu'ils puissent s'éterniser. Vous êtes non, ils ne vont pas s'éterniser parce qu'il y a un délai. Écoutez, ces gens-là ne sont pas tombés comme un cheveu dans la soupe. Il y a eu tout un arrangement. Non, en tout cas, ce n'est pas limité dans le temps. Hein? Mais on ne sait pas quand est-ce que la guerre va se terminer. Ce n'est pas aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Est-ce qu'il fallait qu'on précise parce qu'on ne sait pas? Hein? Nous ne sommes pas des dieux pour dire que la guerre va se terminer demain ou après-demain. Il y aura un délai. Et la MONUSCO est venue pour combien de temps? Aujourd'hui, ils ont fait combien d'années? C'est ça la réponse qu'on peut donner à ces gens. Et des gens qui passent à la télé, à l'image de Fayoulou et tant d'autres, ils proposent quoi? Ils disent que nous puissions négocier directement avec les Rwandais. Franchement, nous on est contre. Ils proposent de renforcer notre armée au lieu de compter sur les autres. Bon, vous voyez qu'ils veulent quelque chose et son contraire. Là, c'est sur les voies diplomatiques. On doit continuer à négocier. Aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie continuent à discuter. Ils négocient. Quand bien même il y a la guerre sur le terrain. Les pièges, je crois que les pièges que les soi-disant, entre guillemets, opposants congolais ont tendu au chef de l'État, c'était de lui dire, parce que lorsque le chef a demandé à la population à la mobilisation générale, ils ont sursauté pour dire qu'il fallait déclarer la guerre. On connaît que cette guerre, ce n'est pas les petits Rwandais qui en est l'auteur. Les petits Rwandais, c'est quelque chose qu'on a mis devant pour pouvoir amadouer ou masquer le plan machiavélique. Bref, ce que je voulais dire, je pense que ce n'est plus le temps où les gens comme les Fayoulou doivent faire des sorties médiatiques, on est habitué, pour pouvoir se refaire la santé. Parce que Fayoulou, je crois présentement, ce n'est pas quelqu'un à qui on peut compter. Voilà, merci Modeste Tututu-Leou. Alors venons-en aux différentes interventions lors de la première journée de ces assises de Nairobi. Nous commençons par l'intervention du président burundais, Évariste Ndayishimiye, qui a indiqué que les forces régionales vont rester en République démocratique du Congo jusqu'à ce que Kinshasa aura une armée, une police qui soit protectrice de tout le monde. Charles Quint. Beaucoup voient de cette déclaration du président burundais comme une insulte à la République démocratique du Congo, à notre armée. Bon, je sais qu'il n'y a aucune armée au monde. Bon, peut-être
sous d'autres cieux, mais ici, dans notre pays, notamment dans les communautés dans lesquelles nous nous trouvons, je ne vois pas les Burundi, les Kenya ou, c'est pas moi, quelle autre nation venir rester ici éternellement contre notre gré. Je ne vois pas comment ils vont faire. Ils vont faire quoi? Ils vont faire comment? Ce ne sera pas des cas Si comme la à l'époque de République- l'AFDEL. Oh, mais si vous Ça donnez serait un l'exemple de problème. l'AFDEL, finalement, les militaires qui étaient sur le sol congolais, comme la République démocratique du Congo, étaient contre leur présence, ils étaient rentrés chez eux. Notamment les Rwandais, parce que les Rwandais qui avaient infiltré tout notre système de sécurité, toute notre armée, finalement, les Rwandais, les militaires rwandais s'étaient retirés. Et là, ils étaient déjà à Kinshasa. Ils étaient dans l'entourage immédiat de Mosé Laurent Désiré Kabila. Ils occupaient les postes clés dans l'armée, dans les services de renseignement, un peu partout. Mais comme la RDC avait décidé de les chasser, de mettre fin au deal, ils sont rentrés chez eux. Les Angolais qui étaient ici, ils sont rentrés C'était pas chez facile, eux. hein? Les Zimbabwéens. Mais ce sont des faits, non? Est-ce que vous avez les militaires angolais aujourd'hui sur les sols congolais? Avez-vous des militaires zimbabwéens sur les sols congolais aujourd'hui? Connaissez-vous là où se trouvent les militaires namibiens qui étaient chez nous ici? Connaissez-vous là où se trouve un seul militaire namibien sur les sols congolais? Mais pour certaines Ils étaient personnes, venus pour ici. certaines personnes, Charles-Quin, s'il vous plaît, permettez-moi, tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les résultats de ce que l'air Bon, de ça vous pouvez vécu donner hier un avec seul- l'AFDEL. Vous pouvez donner un seul cas du Rwanda qui nous avait infiltrés. Mais il est clair qu'on n'a pas les militaires namibiens ici parce que les Namibiens étaient aussi ici. Les Zimbabwéens étaient ici. Les Angolais étaient ici. Est-ce que vous voyez là où se trouvent les Zambiens? Et les Ougandais aussi étaient ici. Et c'est depuis quelques mois que l'on parle des Ougandais. Mais sinon, on ne parlait pas des Ougandais sur le sol congolais. On ne parle que du Rwanda. C'est Rwanda qui profite à cause de la trahison de certains Congolais qui se font passer pour... qui aiment être ici, mais leur cœur est resté au Rwanda. Vous voyez? Et comme Kagame a des ambitions sur notre pays, voilà pourquoi aujourd'hui nous connaissons cette situation d'insécurité. Donc ça veut dire que de la même manière que les autres armées qui étaient sur invitation, qui étaient en RDC du temps de Mosé Laurent Désiré Kabila, étaient finalement rentrés chez eux, les autres là, les Kenyans, je ne vois pas comment les Kenyans viendront ici dire, nous on nous a invités, on est venu dans les comptes de la communauté EAC et on ne rentre pas. On reste ici éternellement. Ça peut aussi être possible. Mais comment? Expliquez-moi, ça va se passer comment? Ça va se passer comment? C'est impossible. C'est impossible. Je ne vois pas, même lorsque les gens parlent de trahison et tout, je ne vois pas comment le Kenya peut annexer une partie de la RDC à son territoire national. Il va le faire comment? C'est impossible. Donc, il ne faut pas aussi faire toujours des projections catastrophistes sur la République. Penser que parce que nous connaissons une difficulté aujourd'hui, et cette difficulté-là signe carrément la mort, la balkanisation. Non, on dénonce la balkanisation. La seule chose qui peut occasionner véritablement la balkanisation de ces pays, c'est la division des Congolais. C'est la division des Congolais. Aussi longtemps que les Congolais resteront unis, les Congolais de Beni, de Goma, les Congolais de Bunagana, les Congolais de Butembo, de Litsuri, aussi longtemps que tous ces Congolais-là resteront unis, attachés à la République démocratique du Congo, il n'y a aucun pays au monde, que ce soit les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, qui parviendra à la balkanisation de ces pays. Parce que souvenez-vous que c'est grâce à l'attachement à ce grand ensemble appelé Congo que nous gardons aujourd'hui ce pays tel qu'il est aujourd'hui. Je viens de le dire ici du temps de Mosé Laurent Désiré Kabila. Mais vous savez qu'une très très grande partie de la République
occupées par les RCD, soutenues par les Rwandais. C'était des régions entières, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, jusqu'au Sankuru, au Kasaï. Ils étaient là-bas. Jusqu'au Kasaï, les RCD étaient arrivés là-bas. Les États-Unis existaient toujours. La France, la Grande-Bretagne, tous ces pays-là qui en veulent à la République, qui cherchent à balkaniser ces pays depuis 60, existaient toujours. Mais comme les Congolais sont attachés à leur nation, ils ne sont pas parvenus à balkaniser la RDC. S'il y a eu balkanisation, s'il y a eu division, par exemple, au Soudan, c'est parce qu'il y a eu, à un moment donné, les référendums qui étaient organisés là-bas, et le peuple soudanais du Sud s'est prononcé en faveur de ces référendums-là pour que les Soudans du Sud deviennent un pays. Mais aujourd'hui, les Congolais, regardez comment les vaillants patriotes, compatriotes de Goma défendent leur pays, comment ils se précipitent lorsqu'il y a des appels pour qu'ils intègrent l'armée, lorsqu'il y a des appels pour qu'ils défendent leur pays. Regardez comment des jeunes gens, des Boutembo, des Beni, manifestent chaque jour pour s'en prendre à la MONUSCO, pour s'en prendre aux rebelles. Il faut vraiment féliciter ces compatriotes-là. Mais il faut vraiment être en accord avec eux. Voilà pourquoi moi je soutiens des initiatives, des marches telles que Fayoulou l'a proposé là. Moi je suis d'accord avec de telles initiatives. Je suis d'accord avec de telles initiatives. Des marches de soutien à notre pays, à notre âme. Moi je suis d'accord avec ça parce que nos compatriotes qui se trouvent dans toutes ces parties-là de la République doivent se sentir aimés, doivent se sentir portés dans les cœurs par tous les Congolais de n'importe quel coin du pays où ils se trouvent. Et c'est très important. Les émissions que nous faisons ici, où nous déployons notre amour pour le pays, nous exprimons notre soutien pour notre parti, notre pays, et des initiatives telles que ce qu'il avait demandé, et cela a été relayé aussi par la SENCO, pour qu'on voie l'élan de solidarité, les Congolais de gauche et de droite, qui se mettent d'accord ensemble pour donner des moyens, contribuer à acheter des vivres et des non-vivres, à les donner à ceux-là qui sont aujourd'hui dans des conditions difficiles, déplacés des guerres. Tout ça, ce sont des signaux forts que les Congolais doivent envoyer, démontrer à la face du monde que nous sommes attachés à l'unité de ce pays, à l'intégrité de notre territoire, et il n'y aura aucun autre pays, quel que soit les plans qu'ils peuvent concocter, cela ne réussira jamais. Alors, revenons à l'intervention du président burundais. Là, vous n'avez pas répondu. Non, je n'ai pas encore fini. J'ai dit ceci. C'est que le président burundais a dit, il y a une part de vérité, mais aussi il y a des propos qui sont malheureusement... La vérité, elle est où? Bon, la vérité est que ce sont les Congolais finalement qui doivent défendre leur pays. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité. C'est vrai qu'on peut bénéficier de l'aide des pays amis, mais cette aide-là ne restera pas éternellement. Et bravo parce que du côté congolais aussi, pour la montée en puissance des FARDC, le gouvernement congolais n'est pas resté inerte. Le gouvernement congolais travaille là-dessus. Nous avons tous appris ici les efforts qu'on est en train de déployer, le budget de l'armée qui a augmenté sensiblement. Au moins pour 2023, on est parti de 155 millions. Aujourd'hui, en 2023, on aura un billet de plus d'1 milliard de dollars, 1 milliard 200 millions de dollars pour l'armée. Il y a la loi de la programmation militaire qui a été déjà examinée, votée et promulguée. Toute cette loi-là, c'est un instrument pour contribuer à la montée en puissance des FARDC. Nous avons tous appris les achats des armes. Malheureusement, les transporteurs qui devraient amener ces armes au pays avaient refusé. Et vous avez suivi les ministres, les vice-premiers ministres Christophe Lutundula dire que ces armes-là viendront par véhicule. Il y a le gouvernement qui se déploie, notamment à l'ONU, pour que l'on puisse lever cette condition-là, le régime d'autorisation préalable. Nous avons tous suivi. Ça veut dire que le gouvernement congolais de son côté est en train de travailler pour que les FARDC deviennent finalement cette armée-là qui sera à mesure elle-même de défendre son territoire. Merci. Donc, mais en attendant, voilà pourquoi, comme toutes les guerres à travers le monde, on peut gagner une guerre sur le plan militaire,
Mais on peut aussi gagner une guerre diplomatiquement. On peut aussi gagner une guerre autour d'une table. Donc c'est ainsi que le gouvernement congolais, ici à Kinshasa, moi je ne peux pas condamner ça, qu'il y ait d'un côté des efforts diplomatiques qui sont faits pour que l'ennemi du Congo, celui qui nous agresse, les chefs militaires en premier lieu, qui est Kagame, soit ne fût-ce qu'isolé diplomatiquement. Merci Charles. Alors Chichi, Modeste, vous également, vous analysez ces propos du président burundais. La force régionale va rester jusqu'à ce que l'armée, la police soient protectrices de tout le monde. C'est une insulte, c'est-à-dire qu'il voit que notre armée, notre police ne fait pas bien son travail. Comment? Ouais, d'une part, je voulais adhérer à la démarche de mon co-débatteur qui a dit, mais moi je ne vois rien de grave. D'autant plus que présentement notre armée est en train de se préparer pour monter en puissance. En attendant, comme cette force sera là, il n'est pas dit qu'ils vont rester éternellement. Quand bien même, là où je ne suis pas d'accord avec lui, quand bien même nous savons que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'avènement de l'AFDEL. Je crois les gens qui ont un regard très clair vous diront qu'aujourd'hui, la M23, c'est la branche armée d'une famille politique, d'une formation politique bien identifiée. Regardez, à plusieurs reprises. Et regardez les gens de l'autre camp là, je ne peux pas citer énormément, mais vous pouvez vous faire une idée. Regardez leurs déclarations. Donc, ils ont tendance, le fait pour eux de perdre le pouvoir, ils cherchent par tous les moyens. D'abord, par des tentations, des négociations par-ci, par-là. Le chef est déterminé parce qu'il connaît la plupart. À son temps, on disait, ils se sont trompés d'adversaires. Il fallait savoir où aller toquer. Et les chefs, connaissant bien ces gens, comme ils sont habitués à rôder par des mouvements, des rébellions par-ci, par-là, d'une part, et après ce genre de situation, ils se retrouvent des DG, des ministres, ainsi de suite. Cette fois-ci, le chef est déterminé. Allons aux élections, parce que vous savez ce qui s'était passé à son temps. Hein? Ces gens ont fait pas mal de démarches pour pousser les chefs à négocier avec eux. Et ils ont vu que les chefs restaient des marbres. Maintenant, ils recourent à leur pratique ou à leur branche armée, qui est le M23, avec comme parrain Kagame et les Rwandais. Ça, c'est un secret pour personne. L'intervention de président burundais, oui. L'intervention, c'est ce que j'ai dit. Je crois que c'est mal interprété. Ce n'était pas... de toutes les façons, il est libre de dire ce qu'il a dit. Et puis, de deux, il ne faut pas prêter des intentions à quelqu'un. Et c'est dans le sens où j'ai entendu les gens faire des commentaires, c'est de dire que c'est une insulte pour la République et ces gens vont rester. Je vais vous donner l'exemple très simple. Il n'y a que l'AFDEL de triste mémoire qui a laissé ces gens qui ont été à la main de Kagame. Aujourd'hui, ils en profitent même au sein du M23. On connaît, comme Charles Lequin l'a dit tout à l'heure, ce sont les Congolais qui se disent Congolais, mais avec un cœur au Rwanda. Mais en dehors de ça, il y a aussi des Congolais que nous appelons les esprits faibles, à qui on donne des miettes par-ci, par-là, et ils en profitent pour pouvoir créer une situation, sachant bien que nous allons tout droit vers les élections. Alors il fallait créer quelque chose pour empêcher. Maintenant, l'objectif ici, ils ont vu que la République démarre. Je vais vous donner un exemple très simple. Le régime de Joseph Kabila nous a laissé 900 millions réserves d'échange. Aujourd'hui, nous sommes à 4 milliards. Ils nous ont donné le budget de 4 milliards pendant 18 ans. Et nous, avec l'IDPS, dans moins de 5 ans, aujourd'hui, nous avons un budget de 14 milliards. Donc, c'est fou vous dire qu'il y a des efforts énormes qui sont fournis dans ce sens de pouvoir changer les choses. Et malheureusement, que la classe politique, la plupart, est constituée des gens qui ne voient que leurs intérêts. Je l'ai dit dans des émissions précédentes, que vous allez voir, le chef est déterminé, nous allons aller les élections. D'ici décembre, beaucoup vont traverser. Et je crois que vous savez, vous allez voir qu'il y a des contradictions. Alors on passe à une autre intervention, à une autre intervention, c'est celle de Kagame. Kagame qui dit qu'on doit attaquer les causes à la base de l'insécurité. Et pourtant, tout le monde le sait, tout le monde le sait, on les dénonce que c'est lui-même la cause. On l'a même, les présidents, les chefs de l'État l'ont même dénoncé à la tribune du Conseil de sécurité. Et ce courage-là de le dire, comment est-ce que vous voyez? Non, mais le courage, ce n'est pas le petit Kagame qui l'a dit. Parce qu'il sait. En Lingala, on dit ce que mon soso a vu Nanzungu, Yeba Kenase, c'est connu, c'est depuis maintenant un secret.
Du moins, aujourd'hui, avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, nous avons identifié et pointé les doigts les Rwandais, contrairement au régime qui est né, grandi à la mamelle de Kagame. Aujourd'hui, au moins, tout le monde a le courage de dire que c'est les Rwandais qui agressent le Congo. Quelle est la cause? La cause, on a suivi nos amis du M23. D'abord, on nous a brandi un mensonge ici, cousu avec du fil blanc, pour dire que le chef de l'État a signé les accords avec les M23. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais les accords que réclament les M23, c'est les accords qui ont été signés par le régime de Joseph Kabila, avec les M23, hein, permettant au gouvernement rwandais d'abord de contrôler toutes les 9 frontières de la République et permettant aux services de sécurité de... Non, mais écoutez, ça c'est une bêtise inexplicable. Ce sont ces gens qui ont vendu le pays. Et on ne doit pas voiler la face pour dire... Ce qui m'étonne, c'est surtout moi je les appelle les voisins. Ce sont les alliés de nos voisins. Parce que suivez dans les officines, suivez les gens de Kabila et les gens de Fayoulou. Quand ils parlent, ils ont le même langage. Malheureusement, les uns se déclarent de l'opposition, les autres font la résistance. Mais ils ont le même langage. Vous allez savoir, et par là, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui se prépare en cachette entre ces deux camps. Merci, Modeste Etuchi, Charles Kankou, Kagame qui a été cité énormément, notamment par les chefs d'État, de soutenir le M23. Mais lors de son intervention, à l'ouverture de ce pourparler de Nairobi, il appelle à attaquer les causes. Et pourtant, tout le monde sait que c'est lui, il est parmi les causes de cette agression. Ces causes-là, quelles sont les causes? C'est quoi les causes? J'aurais voulu que Kagame nous dise clairement c'est quoi les causes. Hein? Parce que dans un pays, si peut-être lui qui veut aussi se faire passer pour le défenseur de la communauté rwandophone au Congo, peut-être je pense qu'il parlait de cela. Il veut à ce que la communauté rwandophone soit représentée dans toutes les institutions de la République, au sein de l'armée, qu'on retrouve cette communauté-là un peu partout. Donc, cela sera même contre les lois de la République, parce que même au Rwanda, lui, la communauté Hutu au Rwanda, c'est la communauté majoritaire. Quelle est la place des Hutus dans les institutions rwandaises aujourd'hui? C'est quoi la place des Hutus? Voyez-vous? Donc, la communauté rwandophone qui se retrouve sur les sols congolais n'est pas la seule communauté qui constitue les tribus de la RDC. Donc, on est une mosaïque de tribus, la République démocratique du Congo, et il y a eu, à certaines périodes, on parlait ici des généraux, lorsqu'on comptait le nombre de généraux. Et tout le monde avait vu qu'il y avait une seule communauté qui avait plus de généraux. Qu'est-ce que Kabila n'a pas donné à cette communauté-là? Qu'est-ce que Kabila n'a pas donné? Peut-être toi là dans ta communauté, vous n'avez même pas un ministre au gouvernement central, mais vous n'en faites pas un problème. Mais regardez dans tous les gouvernements qui se passent, vous allez voir qu'il y a toujours un rwandophone là-bas, même dans ce gouvernement actuel ici. Hein. Et cela dit, dans les Kabila, c'était toujours la même chose. Mais pourquoi toutes les autres communautés de la République qui ne se retrouvent pas dans les institutions ne prennent pas les armes contre la RDC? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de communautés ici qui n'ont ni général, ni DG d'une entreprise, ni ministre, ni député national. Ils n'en font pas un problème. Parce qu'ils se sentent chez eux, ils sont dans leur pays. Ils n'ont aucune raison à prendre les armes contre leur propre pays. Donc, c'est ça les causes que Kagame... Peut-être qu'il sous-entend d'autres causes, parce qu'on ne peut pas s'expliquer. Mais c'est quoi ces causes-là? Lui, il appelle à attaquer d'autres causes. C'est quoi ces causes-là? C'est quoi? Vous savez, il y a combien de communautés au nord Kivu, au sud Kivu? Combien de communautés il y a là-bas? Mais pourquoi c'est seulement cette communauté-là qui prend les armes pour tuer les Congolais? Donc, vous voyez que ce sont des raisons fallacieuses et nous devons vraiment avoir une armée qui va mettre fin à cette bêtise-là de Kagame. Kagame, il y aura un jour dans ce pays, la République démocratique du Congo se mettra debout, comme du temps de Mobutu, et on aura la mainmise sur tous ces petits pays-là, ces astéroïdes-là qui gravitent autour de nous.
Et c'est pour bientôt, hein? Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Parce que nous sommes un pays qui se met debout. Nous avons traversé beaucoup de périodes, de 60 jusqu'à aujourd'hui. Nous ne sommes pas statiques. La République démocratique du Congo est un pays qui s'est engagé résolument sur la voie de la démocratie. Et cette voie-là est irréversible. Il n'y aura aucun président dans ce pays qui viendra faire s'éterniser au pouvoir. Ça ne sera pas le cas comme le Rwanda, parce que les Congolais ne sont pas bêtes. Je ne dis pas que tous les Rwandais sont bêtes. Mais sinon, nous ne sommes pas comme des Rwandais qui ne peuvent pas réclamer leurs droits, ni leur liberté d'expression, de manifestation et tout ça. Les Congolais ne sont pas comme ça. Nous sommes un peuple qui aspire à la démocratie, à la liberté, au respect du droit de l'homme. Et tous ceux qui arrivent au pouvoir aujourd'hui savent qu'ils ont un problème devant eux. Pas question de s'éterniser au pouvoir. Personne ne viendra nous dire ici que nous avons 3 mandats et que personne ne viendra ici nous dire qu'il va mettre fin au pluralisme politique, syndical, à empêcher les gens de manifester, à s'exprimer librement sur des plateaux de télévision. Personne est Kosimbaka Lissousou. Merci. Voilà. On prend une autre intervention, c'est celle du mandateur spécial du chef d'État, M. Tshibangou. Il ne faut pas croire que les Nairobi est une occasion pour partager les gâteaux. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il voit déjà que certaines personnes vont là, comme ça a toujours été le cas, dans des rencontres au finish. Il y aura des ministres qui vont en sortir, des DG, ça sera un partage de gâteaux. Non, mais il l'a rappelé, c'est ce qui est écrit sur certains documents. Nulle part on a fait allusion à un partage de pouvoir avec certains. Mais sauf que on doit essayer d'éclairer un peu l'opinion. En dehors du M23, il y a d'autres groupes armés constitués que des Congolais. Il y a d'autres groupes armés qui sont constitués que des Congolais. Et nos délégués à ces assises sont en train d'échanger avec ces groupes constitués que des Congolais qui ont accepté les conditions qui ont été données ou fixées par le gouvernement congolais. Donc c'est tout à fait, je crois qu'il a martelé pour dire qu'il ne sera jamais question d'un partage de pouvoir ou de quoi que ce soit, et surtout que nous allons aux élections. Je crois que c'est très clair, on n'a pas de commentaires à faire là-dessus. Alors, par rapport toujours à cette guerre, certaines personnes estiment qu'il faudrait, pour attaquer vraiment le problème, pour mettre fin à cette situation de guerre, il faut qu'il y ait un forum national, des assises nationales, parce que il y a des infiltrés, il y a des gens qui tirent de ficelle, il y a des collabos qui sont derrière ces agresseurs. Oui. Mais oui, c'est connu, mais on ne doit pas s'asseoir. S'asseoir pour faire quoi? On connaît les jeux des Congolais. Hein. On a eu pas mal, on a eu des dialogues, on a eu des négociations, entre les Congolais, on connaît comment ça se termine. Hein. Mais ce qui est vrai, quand on dit qu'il y a des infiltrés, c'est un secret pour personne. Regarde, depuis que le chef de l'État a changé les commandements de nos forces au front. Vous allez voir que les choses ont changé. Et c'était une occasion pour les Rwandais et autres d'en profiter avant la remise et reprise pour pousser les chambelans du M23, là, leurs chambelans là, du M23 et tant d'autres Congolais qui sont faibles en esprit pour pouvoir poser ces actes. Mais en dehors de ça, je pense que plus le jour qui passe, moi je disais aux gens, si Kabila pouvait avoir 3000 plumes, chaque jour qui passe, une plume tombe. C'est pour vous dire que le régime de Kabila lui-même a donné la patate chaude au chef de l'État. Il avait tout préparé. C'est Kabila qui non, mais écoute, on connaît la plupart des gens, qu'on cite, les gens qui font partie du M23, là, entre guillemets les Congolais, viennent d'où? Et quand vous suivez les déclarations du FCC, vous allez voir que ce sont les gens qui sont là, ils veulent assez que cette guerre continue. Ils s'attaquent au gouvernement. Aujourd'hui, ils disent mot par rapport aux accords qu'eux ont signés. C'est eux qui ont cautionné cette balkanisation. C'est quelque chose qui a été conçu et mis en musique par le régime, pensant que les Congolais sont encore immatures. Dieu merci. Aujourd'hui, avec l'appel du chef de l'État, on ne dit pas tous, mais un grand nombre de Congolais ont pris conscience de leur existence. Pour nous, c'est un problème d'existence.
On ne doit rien céder. Et ce que je peux demander à Kagame, il doit penser au Rwanda après lui. Merci, Modeste. On On termine avec Charles Quint. Il faut se mettre sur une table, forum national, afin de dénicher les collabos, les infiltrés, parler entre Congolais. Hein. C'est ce que certains observateurs estiment pour ramener la paix à l'Est, parce qu'on a beaucoup essayé, Nairobi, Luanda, ça ne tient toujours pas. Bon, moi, en tant que captif de la nation, patriote, je ne peux pas refuser une initiative allant dans le sens de consolider l'unité de ce pays. Ça, je ne peux pas être contre ça. Surtout sur cette question-là. Parce que la classe politique, la démocratie, c'est la contradiction à l'interne. La démocratie, c'est la tolérance. La démocratie, ce que Fayoulou peut se lever dire, tu sais qu'il n'a pas bien géré le pays. Ah, regardez, il n'a pas créé l'emploi, il n'a pas construit des routes, il n'a pas... C'est normal, il faut accepter ça. Il faut accepter la contradiction. Etienne Tshisekedi a investi toute sa vie dans les combats, dans la lutte, pour finalement que nous puissions avoir la démocratie. C'est le père de la démocratie. Je le dis ici et je suis prêt à faire un débat avec n'importe qui. Il a sacrifié sa vie pour ça. Il est mort sans accéder au pouvoir. Et nous avons aujourd'hui ce pluralisme politique. Et moi, je m'inscrirai toujours en faux et je m'opposerai toujours à ceux-là qui iront dans le sens de taire les voix qui s'élèvent pour, par exemple, contredire, ne pas être d'accord sur la gestion du pays. C'est tout à fait normal. Ce sont des choses qui existent en démocratie. Nous devons accepter ça et c'est le choix qui a été fait par les Congolais. Alors, mais à ce qui concerne plus particulièrement la question de l'intégrité de notre territoire national, nous devons parler un seul langage. Et si cela demande à ce que les Congolais se retrouvent pour échanger autour de ça, moi je ne trouve pas de mal parce que ça ira dans le sens de consolider cette unité-là qui est le ciment, qui est la garantie pour que nous puissions garder ce pays dans ses frontières de 1960, 2 545 000 km². Donc, moi je ne peux pas m'opposer à une telle initiative, mais ça ne doit pas être une occasion pour les politiciens qu'on appelait autrefois des perdiémistes qui aiment des perdièmes ou bien des profitaux situationnistes pour trouver des postes. Ces histoires-là sont terminées. Tu veux accéder aux fonctions publiques, on va aux élections, tu sors député, président de la République, il n'y a pas de problème. Mais toujours se retrouver dans des dialogues pour partager les gâteaux, ces histoires-là nous freinent inutilement. Nous devons aller de l'avant, organiser les élections en 2023, en décembre 2023, le 24 janvier 2024. On a un président, soit les Congolais reconduisent Tshisekedi ou ils choisissent un autre président de la République et on va de l'avant. On va de l'avant. Nous devons avancer quand même dans ce pays. Nous devons avancer. Et non faire toujours du sur place, revenir, table de négociation, chercher des emplois. Non. Ceux qui n'ont pas d'emploi, ils peuvent venir, ils peuvent poster. Toi, tu es journaliste, tu peux rester. Et voilà pourquoi nous pensons qu'il faut absolument, si Tshisekedi est déterminé à changer les choses dans ce pays, qu'on réduise d'abord sensiblement les salaires des politiciens. Parce que tout le monde aujourd'hui trouve qu'aller en politique, ça devient une occasion de se faire de l'argent et ça desserve les intérêts de la République. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on augmente les salaires des médecins, les salaires des magistrats, des militaires, de sorte que les gens ne puissent pas tout concentrer leur esprit sur la politique afin d'aller se faire de l'argent. Si cela se fait, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de gens qui n'auront pas d'ambition politique. Et ça va laisser comme ça les gens à ceux-là qui aiment véritablement servir le pays, ceux-là qui ont la passion, qui ont l'appel pour servir le pays, de se lancer en politique et non de voir tout genre ceux qui viennent pour s'enrichir. Des opportunistes qui n'ont même pas parfois, ils n'ont pas de niveau, ils n'ont pas de profit, mais ils vont seulement là-bas pour se faire de l'argent. Merci Charles Quincanco. Le message est passé. Merci Modeste Chileou. Merci à l'équipe technique. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque. Nous prenons rendez-vous demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.